Monsieur Jean Courtin, bonjour. D'abord, un grand merci de nous accueillir ici, chez vous à Salerne, en Dracénie-Provence-Verdon. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Eh bien, je ne suis pas salernois. Je suis varois, mais je suis tropézien. D'une vieille famille de Saint-Tropez. Mon père était vigneron à Saint-Tropez et à Ramatuelle, où j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse. Mais à l'école, j'étais à l'école primaire à Saint-Tropez, il n'y avait pas de collège à l'époque. Alors mes parents ont eu une mauvaise idée de m'envoyer à Marseille comme interne chez les bons pères, chez les pères blancs, les dominicains. Et ça a été les années de ma vie les plus noires chez les bons pères. Je suis venu à la préhistoire en ramassant des silex, tout à fait par hasard, dans les vignes de mon père. Parce que notre ferme de Ramatuelle était située sur un site romain qui est répertorié dans la format Orbi Romani, d'ailleurs, qui est connu depuis très longtemps. Et dans les vignes, il y avait des quantités de morceaux de poterie, quelquefois des monnaies. Et un jour, je trouvais une magnifique pointe de flèche en silex. Je ne savais pas ce que c'était, je l'ai apporté à mon maître d'école, mon professeur des écoles, qui m'a dit « mais ça c'est de la préhistoire, c'est très intéressant, quand tu en vois, il faut les ramasser ». Donc je me suis mis à ramasser des silex plutôt que du romain. J'ai trouvé des haches polies, j'ai trouvé des lames, j'ai trouvé des grattoirs. Et puis on m'a envoyé à Marseille, donc au collège, et là, avec un copain, nous étions fanats de spéléo, et on avait une autorisation écrite de nos parents pour aller pouvoir sortir le dimanche, puisque le samedi on avait école. On allait dans les calanques, et un jour, dans le haut de Morjou, nous avons trouvé un petit trou au pied d'un rocher. Il y avait probablement un terrier de blaireaux. Les blaireaux ont toujours été des auxiliaires des archéologues, parce qu'ils grattent partout. Moi, on m'appelait le blaireau de Salerne. C'est pas très flatteur. Et dans les déblais de cet animal, il y avait des dents humaines. Alors on a grandi le trou, on a trouvé des ossements humains, dont une mandibule en très bon état, quelques silex, des coquillages percés, des canines de renard percées en pendeloque. On était très fiers de nous. On a apporté ça à notre professeur d'histoire naturelle, qui était en même temps notre professeur de physique. Il s'est dit « ah mais ce sont des objets préhistoriques, je vais vous indiquer l'adresse d'un ami qui est un préhistorien ». C'était Escalon de Fonton à Marseille. Et donc on est allé sonner chez Escalon de Fonton, qui habitait au cours Lieuteau, qui a commencé par nous faire la morale, nous disant que nous avions fait des fouilles clandestines. Elle a dit mais non, le blaireau avait commencé avant nous, mais il ne fallait pas gratter. Hein. Alors elle a dit si vous voulez apprendre à fouiller, venez avec moi le dimanche, je fouille dans les collines de Marseille. Et il nous a embauchés, comme ça j'ai commencé à aller gratter avec lui à la Montade, à la Bourdonnière, dans le massif de la Nerte, etc. Et hasard de la vie, des décennies après, c'est à Morjou que je suis retourné, cette fois sous l'eau, pour la grotte Cosquer. C'est drôle quand même. J'étais marqué par la calanque de Morjou. Et alors Salerne, c'est quand j'ai eu fouillé quelques années avec Escalon de Fonton, il m'a fait présenter, il m'a encouragé à présenter le concours du CNRS dans la section préhistoire, anthropologie préhistoire. Et à 23 ans, j'ai eu la chance de rentrer au CNRS. Mon ami Henri Delhomelet, que j'avais connu chez Escalon aussi, fouillait déjà depuis un an ou deux dans le Verdon, à cause du projet de barrage que EDF avait lancé, qui allait ennoyer des quantités de grottes. Et Lhomelet m'a dit, tu sais, dans le Verdon, il y a des quantités de grottes où il y a du néolithique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le néolithique, les débuts de l'agriculture et de l'élevage.
Et l'Homelé, au contraire, c'était les périodes très anciennes, le paléolithique ancien et moyen. Donc, on ne se marchait pas sur les pieds, on s'entendait très bien, puisqu'on avait deux domaines différents. Donc, je suis venu à Quinçon et j'ai commencé à fouiller les grottes du Verdon. Là, ça a été par contre une période très heureuse de ma vie, parce qu'on dormait dans les grottes, on vivait au même endroit que les préhistoriques, on faisait du feu, on faisait des grillades, on mettait des lignes mortes dans le Verdon, on attrapait des gros poissons. Et on était en cheville avec un tas d'amateurs. La préhistoire est née grâce aux amateurs. Le ministère de la Culture a fait une grave et lourde erreur il y a quelques années en rejetant les amateurs, en voulant professionnaliser à 100% l'archéologie. Les amateurs étaient des informateurs, c'était des instituteurs, c'était comme à Salerne un pharmacien, quelquefois un agriculteur qui s'intéressait au passé, qui récoltait des objets, qui les signalait aux professionnels, ou que certains comme Bérard Acabas faisaient, ou Taxil étudiaient les objets, étaient en relation avec des professionnels, et on s'est coupé de tout ce réseau d'informateurs bénévoles qui ne coûtaient rien à l'État, qui étaient des gens passionnés. On leur a interdit de s'adonner à leur passion. Du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi. Donc Taxil venait me voir dans le Verdon. Et un jour, il me dit je suis très vieux maintenant. Si vous vouliez reprendre ma grotte à Salerne, c'était en 70. J'ai commencé à... J'ai dit je termine le Verdon, puis j'ai mené de front mes dernières fouilles dans le Verdon. Et j'ai commencé à fouiller Fontbrégois. Ça a duré 21 ans, jusqu'en 91. Et en 91, j'ai arrêté, il arrête encore à fouiller. Parce qu'il y a eu Cosquer à ce moment-là. Voilà. Et c'est en fouillant Fontbrégois que j'ai découvert ma maison, qui était à l'abandon, qui n'était pas une ruine, mais pas loin. Les oliviers à l'abandon. J'ai contacté le propriétaire qui était à Nice pour lui demander l'autorisation d'y camper avec mes fouillères. Il me dit non, pas question, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sécurité, mais elle est en vente si ça vous intéresse. Alors j'ai emprunté l'argent à mon papa, j'ai acheté la maison et je ne le regrette pas. Voilà comment je suis venu à Salerne. Jean, vous nous avez raconté comment vous êtes devenu préhistorien, mais vous ne nous avez pas dit comment vous êtes devenu plongeur. Depuis quand est-ce que vous avez fait de la plongée? Pourquoi vous êtes venu à la plongée? Bien avant Cosquer déjà. Parce que j'habitais Saint-Tropez, que je suis tropézien et que mon père était plongeur. Mon père était pêcheur au harpon, il fabriquait lui-même ses arbalètes. Et j'ai commencé par l'apnée, par chasser en apnée, à ramener trop de poissons à la maison. Ma mère ne pouvait plus. Encore du loup, j'en ai marre du loup, etc. Encore de la dorade, jamais plus de la dorade. Et même des langoustes, on prenait des langoustes dans 5 mètres d'eau. Et puis, par un ami qui avait des scaphandres, couteau gagnant à l'époque, j'ai commencé à plonger en scaphandre. Ça a été la découverte de ma vie. Et pendant l'été, je faisais, sans aucun diplôme, l'aide moniteur dans son club de plongée. Je faisais plonger des tas de gens. Je suis venu à la plongée et à Saint-Tropez, en faisant de la chasse sous-marine, je trouvais des tas de cols d'amphore dans les petits fonds, elles étaient brisées. J'en ai trouvé une seule entière, que j'ai conservée, d'ailleurs elle est là, avec l'accord du professeur Benoît. Et donc je suis allé à Marseille voir le professeur Benoît au musée Broglie, lui apporter mes découvertes sous-marines, trouver des petits jets d'encre, des lingots de plomb, des anneaux de cargue, etc. C'est à Saint-Raphaël tout ça. Et quand la DRAS m'a été créée, bien entendu, j'ai participé à des plongées avec l'archéonaute. Et un beau jour,
mon ami Eugène Bonifay, géologue et préhistorien, s'intéressait aux variations du niveau de la mer pendant le Quaternaire. Il est venu me demander de plonger avec lui, parce que Bonifay, qui est très gentil ami, plongeait, mais plongeait comme un fer à repasser. Alors, moi, j'avais quand même une bonne expérience de plongée. Il me dit, toi qui es un bon plongeur, viens avec moi, on va explorer des grottes. Et j'ai découvert, sur la côte des Morts, il n'y avait pas de grottes dans les terrains cristallins. Sur la côte de Marseille, dans les Calanques, nous avons commencé à explorer, à répertorier les cavités sous-marines. Quand ça? En 68. Pendant que les Parisiens s'amusaient à se jeter des cailloux à la figure, à Marseille, c'était très calme. Mai 68, il faisait un temps magnifique, tout le monde était à la mer, il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu de cocktail Molotov à Marseille. Et même pas à ce temps-là. Donc avec l'archéonaute, il avait commencé à explorer les grottes des Calanques, celles que nous indiquaient les plongeurs, parce que les grottes sous-marines étaient connues de longue date par les plongeurs, pas pour l'archéologie, pour les langoustes et les cigales de mer qui s'y trouvent. Et je dois dire que dans la grotte Cosquer, la première fois que je suis rentré dans la grotte Cosquer avec Henri Cosquer, il y avait des langoustes dans la grotte Cosquer. Au bout de quelques jours, il n'y en avait plus. Et pendant cette période de fouille, donc en 68, est-ce que vous étiez passé à côté de l'entrée de la grotte Cosquer? Eh oui, eh oui, plusieurs fois, parce que nous avons pénétré dans la lance de la Triperie, que tu connais bien, dans la grotte de la Triperie, qui est à 30 mètres de la grotte Cosquer. Donc on est passé sur la pointe, devant la pointe de la voile, mais nous cherchions enfin Bonifay surtout, qui s'intéresse au paléolithique, qui s'intéressait au paléolithique, le pauvre, il est mort il n'y a pas très longtemps. Nous cherchions des grandes baumes, des grandes grottes, des grands abris qui aient pu servir d'habitat aux Cro-Magnons provençaux. Donc les petits trous comme la grotte Cosquer, qui est un trou de rat, vous avez vu les photos, tu as vu l'entrée, c'était pas très engageant. On passait devant, on rentrait pas là-dedans, ou alors on rentrait un petit peu. On voyait un Kong qui arrivait en nous regardant d'un sale œil. Bon, c'est pas intéressant, allez, on s'en va. Et on est allé plusieurs fois, on a travaillé, on a cassé des concrétions dans la grotte de la Triperie, dans l'anse de la Triperie. Alors ça, c'est une grotte aussi célèbre, parce qu'elle figure dans un des films du regretté Jacques Cousteau. Il rentre, ça se coupe dans une grotte, et c'est en mer Rouge. Et en fait, c'est dans l'anse de la Triperie. C'est la grotte de la Triperie. Et tout ça, ça se passait dans un contexte où la Provence était réputée pour ne pas connaître d'art pariétal. Non, mais l'art pariétal. Ah, d'art pariétal, non. Parce que du paléolithique, il y en avait. Mon maître en préhistoire, Escalon de Fonton, avait fouillé les grottes de Rieux, à l'Estac, où il avait trouvé des Magdaléniens, hein, des grottes qui sont au bord de la voie de chemin de fer. Là. Il y a deux grottes là. Où il y avait des Magdaléniens. Il y avait du paléolithique moyen et des moustériens pas très loin, dans le Var. On en avait trouvé sur le revers de l'étoile aussi un endroit qui s'appelle les Pérards, le vallon des Pérards, où il y a du silex naturel. Là, on a trouvé un peu de moustériens. Et à la Bouilladis, la grotte du Tonneau à la Bouilladis, qui avait donné du moustérien, donc des vestiges de l'homme de Néandertal. Hein. Des outils, des silex. Du silex, des os, la Sainte-Baume, n'en parlons pas, etc. Mais le bison de Sagrias. Alors, près de Moussier-Sainte-Marie, un jour, quelqu'un est venu signaler un petit bison. Alors oui, alors il y avait du paléolithique, mais il n'y avait pas d'art paléolithique, ni de l'art pariétal gravé, ni de l'art mobilier, comme il y en a en Dordogne et comme il y en a dans les Pyrénées. Alors, nos chers collègues parisiens avaient dit, mais les Cro-Magnons provençaux ne connaissaient rien à l'art et n'avaient pas d'instinct artistique. Ils chassaient, ils taillaient le silex, c'était des brutes, quoi. Et puis, ce type trouve un petit bison gravé qui a d'ailleurs été discuté à l'époque. Hein. Même moi, je n'y croyais pas trop parce qu'il était
dans un abri très peu profond, donc exposé au gel. Donc, pendant les écarts climatiques et thermiques de la dernière glaciation, c'était bizarre qu'il se soit conservé, ce petit bison. Voilà. Bon, c'est l'omelette qu'il a étudié longuement, on l'a montré à des spécialistes. Finalement, il a été authentifié. Ce que on oublie souvent, c'est que dans le champ de lavande qui est au pied de l'abri, il y a du magdalénien qui a été ramassé par un géologue du CRA de Valbonne, dont je tairai le nom, qui l'a gardé pour lui, qui ne l'a jamais signalé. Et moi, le propriétaire, le paysan, le propriétaire du champ de lavande, m'a dit il y a un tel qui ramassait pendant des années, il est venu ramasser le silex, il m'en a montré, c'était du magdalénien au pied de l'abri. Hein. On en vient maintenant à la grotte Cosquer. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois de cette grotte, de son existence? Le 1er septembre 1991, il y a eu dans le journal, dans la Provence, un fait divers tragique. 3 plongeurs, 3 spéléologues plongeurs sont morts dans une grotte dans les Calanques. Ces malheureux avaient un ami à Cassis, où ils devaient venir de temps en temps faire un peu de plongée, qui leur avait dit, il y a un type là, il a trouvé une grotte intéressante dans les Calanques, là, il faut que vous veniez voir. Alors ils ont trouvé un moniteur de plongée à Cassis, qui leur a dit, moi je vous emmène, je sais où est la grotte. Ils savaient où était la grotte, mais ils n'étaient jamais rentrés dans la grotte. Ils sont rentrés à 4 dans cette grotte. Un, il n'avait jamais plongé en mer. Ils n'ont pas mis de fil d'Ariane. Ils n'avaient que 2 lampes pour 4. Il n'y a que le moniteur qui est ressorti vivant. Alors on est allé chercher Cosquer, qui est allé chercher les corps dans la grotte. Et Cosquer les a trouvés pas loin de l'entrée. Hein. Ils sont morts de panique. En fait. Ils avaient encore de l'air dans les bouteilles. Ils ont remué la vase au fond du couloir du siphon. Ils n'ont plus de visibilité. Ils ont tâtonné une mort affreuse. Moi, chaque fois que je rentrais dans la grotte, je pensais à ces pauvres types. La mort, c'est toujours affreux. Mais il y a des morts plus affreuses que d'autres. Hein. Ils avaient, Cosquer m'a dit, ils avaient le bout des doigts, les ongles cassés, ils grattaient la paroi, ils ont cherché désespérément à quelques mètres de l'entrée. S'ils avaient mis un fil d'Ariane et qu'ils sont allés jusqu'au bout, ils auraient accédé aux salles restées hors d'eau. Et là, bon, ils auraient pu attendre les secours, hein, etc. Et non. Et quel a été ton rôle dans les jours, les semaines qui ont suivi? Alors, bon, je ne sais pas si on peut exposer tout ça, mais on sait maintenant, il nous l'a dit lui-même, Henri, qu'il avait trouvé cette grotte en 85. Il ne s'est pas rendu compte de l'intérêt, alors il prétend, moi je dis il prétend, qu'il n'avait pas vu les peintures et les gravures, qu'il avait fait des photos dans la grotte, les concrétions, tout ça. C'est un très bon photographe. J'ai du mal à croire qu'il n'avait pas vu les peintures et les gravures dès les premières visites. Et il a emmené plusieurs de ses amis dans la grotte, dont Jean-Claude Caillol, qui avait plongé avec nous dans les grottes, il avait travaillé avec nous à la Trémie avec Bonifay, et Jean-Claude Caillol était au courant de la préhistoire. Alors, Jean-Claude Caillol m'envoie un petit mot, moi je fouillais ici, là. Il me dit, belle découverte dans les Calanques, viens voir. Alors je dis, bon, ils sont tombés sur une épave d'amphore, moi je ne veux pas m'en mêler de ces histoires de piraterie d'amphore. Ça attendra la fin de l'été, j'ai ma fouille en cours. C'était la grotte Cosquer. L'été 91. L'été 91. Et à la fin de l'été, donc il y a eu ce drame, il y a eu ces 3 morts. Cosquer, il s'est dit, si les pompiers, ou les spéléosecours rentrent dans ma grotte, ils vont voir les peintures et les gravures. Il m'a découvert, ça m'a passé sous le nez. Donc il est allé à l'inscription maritime faire une déclaration. Alors l'inscription maritime, on a dit, ah, nous on a des papiers pour les amphores et les choses romaines. On n'en a pas pour les grottes. Hein. Allez voir au Fort Saint-Jean là. Alors, le Quément, qui était
Moi, j'étais co-directeur de recherche sous-marine pour la préhistoire. Et mon collègue Le Quément me téléphone, il me dit, voilà, il y a un petit plongeur qui dit qu'il a trouvé une grotte avec des peintures et des gravures, il a des photos, il doit venir demain au Fort Saint-Jean, je voudrais bien que tu viennes. Je voudrais bien que tu viennes. Bon, je descends à la Canebière, je vais au Fort Saint-Jean. Il y avait Cosquer et un monsieur qui nous présente comme son avocat. Parce que on ne sait jamais. Il sort les photos. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit, mais, oui, ce sont des peintures et des gravures préhistoriques. Il a fait de bonnes photos. C'est une découverte extraordinaire. Alors ton avocat, tout de suite, dit, ah mais pas d'enthousiasme, il faut régler la question financièrement, etc. Et c'est parti déjà sur une mauvaise voie. Hein. Bon. C'était le 3 ou le 4, ça. Donc il est allé déclarer sa grotte à cause de l'accident. Henri, hein. Bon, hein. Il y a eu 2 ou 3 photos dans le journal et immédiatement il y a eu le début d'une polémique. Une polémique acide de la part de 3 collègues parisiens, pas 4, hein, dont un très bon spécialiste de l'art préhistorique, mais qui n'est pas en bon terme avec Clotte. Et Le Quément connaissait Clotte, il avait contacté Clotte qui m'avait dit il faut aller sur place, voir si vraiment c'est vrai. Il n'y a que toi qui peux y aller. Il n'y a pas de préhistorien plongeur. Il y avait Jacques, mais je sais pas, tu n'étais pas à Marseille à ce moment-là. J'étais à Bordeaux. J'étais à Bordeaux. Alors, tu es néolithicien, mais il faut que tu ailles voir. Bon, c'est pas compliqué. J'ai dit, mais je ne suis pas spécialiste de la paléo. Il me dit, ben, c'est pas compliqué. Tu emportes une loupe, tu regardes. Si dans notre trait des gravures, il y a des concrétions, c'est que c'est vrai. Ou s'il y a des coulées de calcite par-dessus, c'est que c'est vrai. Et s'il y a des charbons, cherche par terre, s'il y a des charbons, recueille des charbons pour faire une datation. Ça paraissait extraordinaire. On avait du paléolithique en Provence, mais aucune grotte ornée, à part ce petit bison de Ségriès. On trouve une grotte ornée, l'entrée est sous la mer, à 37 mètres de fond, et à Marseille. Alors, vu de Paris, de nos collègues parisiens, le cul sur leur chaise au musée de l'Homme, ah, encore une histoire marseillaise. Ça a été immédiat comme réaction. Immédiat. Et alors, là, il ne faut pas beaucoup de monde pour lancer une rumeur désagréable, critique et calomnieuse, tout de suite. Alors, alors quand j'y suis allé, je suis allé faire donc la visite de la grotte Cosquer avec l'archéonaute. Et plein de charbon par terre, des morceaux de charbon comme ça, des morceaux de torche. J'ai ramassé du charbon, je regarde, il y avait des concrétions, tout ça. Là, ils ont envoyé Courstin, il n'y connaît rien, c'est un néolithicien. Et puis, cette histoire, elle est louche. Pourquoi il ne serait pas copain avec Cosquer, qui aurait fait un faux dans cette grotte? Voilà, on a laissé ça. Est-ce que tu peux nous raconter Et alors, le bateau de Cosquer s'appelait le Cro-Magnon. Alors, et en plus, ce type, c'est un fonceur, son bateau s'appelle le Cro-Magnon, il a fait les atteintes préhistoriques. Et tenez-vous bien, des années après, moi je suis un panard de pêche, je vais pêcher en Roumanie, dans le delta du Danube. Et je rencontre dans le camp de pêche un jeune enseignant, avec qui je suis toujours en relation, qui est marié avec la fille d'un breton, sa mère est corse, du même village que ma mère, et son père breton, c'est lui qui a vendu le Cro-Magnon à Cosquer. Alors on parle de la grotte Cosquer, on me dit ouais, c'est mon beau-père qui a vendu le Cro-Magnon. Il l'avait appelé comme ça parce que c'était un petit côte costaud, etc. Vous voyez, c'est extraordinaire comme histoire. Ouais, c'est un roman d'aventure bien ficelé en fait, cette histoire de Cosquer. Mais il y a des gens qui disent aussi que la grotte était connue implicitement par des gens, mais on n'arrive pas à démêler le vrai du faux dans cette histoire de rumeurs de découvertes anciennes. Donc, ça, j'en ai entendu parler bien des années après, toi aussi d'ailleurs. C'est dans un livre, je crois.
Ben oui, apparemment, il y a un manuel de plongée qui apparaît Dans un manuel de en plongée, 71 où on parle d'un lascaux sous-marin avec une caricature d'un plongeur émergent. j'ai Devant beaucoup le de bison. mal à y croire. Rien n'est impossible, tu vois. Je retrouve tout à fait par hasard en Roumanie un type dont le beau-père a vendu le Cro-Magnon à Cosquer. Une fois aussi au fin fond de l'Afrique, hein, à la frontière du Burkina Faso et du Bénin, je tombe sur un militaire dans un poste qui était corse aussi. Je sympathise avec lui, on va à la chasse ensemble, manger chez lui. Sa femme était du même village que ma mère aussi, Bocconiano. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as ressenti la première fois que tu es rentré dans la grotte Cosquer, du point de vue aussi de l'émotion, de ce que tu as vu sur les parois? Eh bien, l'émotion, c'était les trois pauvres types qui étaient morts 8 jours avant, hein, dans la grotte. Ça, d'abord, on vient me chercher. Il y avait quand même plusieurs années que j'avais plus plongé en grotte sous-marine. Hein. Je plongeais toujours, mais j'avais plus plongé en grotte. J'avais arrêté. J'avais eu entre-temps un divorce pénible, pour rien vous cacher. Mon ex-femme m'avait laissé des enfants parce qu'elle n'en voulait pas. Mon fils avait 9 ans, ma fille 6 ans, scolarisée. J'avais mon équipe de recherche CNRS. Bon. On vient me chercher pour aller plonger dans une grotte que je ne connais pas. Une grotte où il y a eu 3 morts quelques jours avant. Je ne suis pas allé en courant. Hein. J'ai réfléchi, j'ai dit à le Kémal, j'ai dit, je te donne ma réponse dans 48 heures. Hein. Bon. Un couloir de combien, 140 mètres de long, noyé. Moi, je vous dis, alors après, les collègues, beaucoup de collègues ont dit, oh, Courtin, il s'est jeté là-dessus pour accaparer la grotte Cosquer, pour faire parler de lui. Hein. Alors tu vois que dans l'état où j'étais, comment j'avais vraiment envie d'aller plonger dans une grotte où il y avait eu 3 morts. Hein. Bon, passons. Donc j'y suis allé. Le Quéman a très bien organisé l'affaire avec l'archéonaute. Comme c'était un type qui était toujours inquiet, il a fait appel à une équipe de plongeurs démineurs, de nageurs de combat de Toulon, qui sont venus nous installer une filière. Cosquer, il avait mis une filière qui ne partait pas dans l'entrée, qui était un fil de nylon là, à l'intérieur, loin. Et une filière, ils ont installé une liaison téléphonique qui fait qu'on pouvait correspondre avec le bateau. Et je suis rentré dans la grotte avec Cosquer. C'est Cosquer qui m'a guidé. Bon, je dis là, on a fait tout le tour de les chevaux, les premiers, les petits chevaux, les bisons. On est passé dans la deuxième salle au bord du puits noyé, les mains négatives, etc. Et je dis des charbons partout, partout. Alors j'ai ramassé pas mal de charbon. On les a fait, j'en ai envoyé une partie à Montpellier, à Stéphanie Thiebaud, qui les a déterminés, tout du pin sylvestre. Pin sylvestre, ici, il y en a à partir d'Opte, un peu plus haut. C'est un pin très résineux, de climat froid, un peu plus froid, qui, à l'époque, poussait jusqu'au bord de mer, un climat glaciaire. Et presque tous les restes de torches qu'on a retrouvés à Nio, qu'on a retrouvés à Chauvet, etc., c'est du pin sylvestre. Et puis, on a eu la première datation par Lyon, les vins à Lyon, qui a donné 19 400, quelque chose comme ça. Bon, ça aurait dû clouer le bec des sceptiques. Pas du tout. On a dit, oh, mais Courtin, c'est un méridional, on n'a pas confiance en lui. Il a pu apporter des charbons préhistoriques dans la grotte et dire qu'il les avait trouvés là. Alors, procure-toi des charbons préhistoriques. Il faut aller faire une fouille dans un site, clandestinement bien entendu, hein, les faire dater pour être qu'ils soient du paléolithique supérieur, etc. Et dans la grotte Cosquer, il y a un foyer au milieu de la grotte, un coin de rocher, puis des charbons un peu partout. Et il y a des foyers qui sont concrétionnés sous l'eau, parce qu'ils ont été concrétionnés avant la remontée de la mer. Alors qu'on m'explique comment j'ai fait pour aller
Tu vois, des critiques vraiment... mais la l'authent- mauvaise foi n'a pas de limite. Hein, Après l'authentification, y compris avec Jacques, donc vous avez participé, Ça a tu as duré réalisé un an, de ça. nombreuses missions scientifiques. Toi, c'est quoi le bilan que tu tires de ces missions? Pourquoi la grotte Cosquer est-elle aussi importante? Qu'est-ce que tu retiens de cette grotte? Ouais. L'important, c'est justement que ça a été prouvé qu'il y avait de l'art paléolithique en Provence, parce qu'il y avait de l'art en grotte en Provence, de l'art qu'on appelle post-glaciaire, de l'art schématique, qui est mal daté, qui est probablement néolithique, peut-être début âge du bronze. Il y en a dans les gorges du Carami, près de Brignoles, qui ont été étudiés par l'abbé Glory il y a longtemps déjà. Dans une grotte près de Gémenos, pas loin d'Aubagne. Ce sont des tracés schématiques, des petits bonshommes en bâton, des petits animaux ou des signes géométriques. Près de Brignoles, Oval, près de Brignoles, Philippe Anoumeau qui a fait tout un travail. Au-dessus de Quinson, il y a un abri perché dans la falaise, où il y a aussi. Et j'en ai trouvé dans les gorges du Verdon, où ce sont des signes en forme de soleil ou de ramure, que j'ai datés parce qu'au-dessous, il y avait des fosses à offrandes avec des vases néolithiques. Là, ils sont datés par le mobilier. Mais de l'art paléolithique, on n'en avait jamais trouvé, ni art pariétal, ni art mobilier. Donc ça a conforté un peu les critiques parisiennes disant que les Cro-Magnons provençaux étaient de sombres brutes incultes, incapables de dessiner ou de graver. Tu veux poser une dernière question, Jacques? Quels sont les apports enfin sur L'apport, c'est ça. Et puis de montrer qu'il existait, parce que la grotte Cosquer, il y a, je ne sais plus combien, 400 figures maintenant répertoriées, plus celles découvertes depuis, autour de ça. C'est un gros ensemble. Mais il faut imaginer, il y a des dessins partout, des traces partout, qu'il y en avait autant dans les salles noyées. Il y a des très grandes salles noyées. Il y en avait peut-être dans le couloir d'accès aussi. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc on n'a que... Claude estime que nous n'avons que le tiers d'un ensemble pariétal qui était considérable, qui était une cathédrale. Le roi Gourand, il appelait ça des cathédrales, Lascaux, Niort, etc. C'était des cathédrales. La grotte Cosquer, c'est une cathédrale de l'art paléolithique dans le Midi, à l'est du Rhône, alors qu'on n'en connaît pas. Dans le Gard, il y a les Beaumes-la-Trône dans les gorges du Gardon, et à l'est du Rhône, curieusement, il n'y avait rien. Il y avait des cailloux salés, des gens qui taillaient des silex, qui allaient chasser le bison ou le cerf, mais incapables de graver, de dessiner. Il n'y avait aucune trace dans d'autres grottes dans les Il y a la grotte du Cavillon, à la frontière italienne, dans les Calanques. Alors, il a très bien pu, alors ça c'est une question, une bonne question, il a très bien pu y avoir, sur la côte provençale, dans d'autres grottes, des gravures ou des peintures, mais des grottes sont entièrement noyées, dont tout a été soit effacé par la mer, soit par la corrosion de la Méditerranée, soit recouvert par des éponges calcaires, comme il y en a dans toutes les grottes, des formations des bryosauères ou autres. Moi, les premiers temps, à Cosquer, j'ai fouillé partout. J'espérais trouver des gravures profondes. S'il y a des gravures qui ont été faites avec un trait assez profond, dans les parties noyées, on doit les retrouver. Mais non, parce que la corrosion est très, très intense. La mer a rongé le calcaire sur plusieurs centimètres, où c'est recouvert. Ce qui n'exclut pas que la nouvelle équipe découvre des objets dans la vase. S'ils arrivent à installer une suceuse, par exemple, et à attaquer les sols qui sont envasés dans les parties noyées, là on peut trouver des objets, on peut trouver des lampes à graisse, on peut trouver peut-être des silex. On a trouvé quelques silex. J'en ai ramassé un la première fois sous les petits chevaux, j'ai trouvé une petite lame de silex, tu comptes, puis après on en a trouvé une douzaine à peu près. Du silex qui est probablement le silex du Vaucluse. Il n'y a pas d'autres grottes terrestres dans les Calanques
Il n'y a pas de grotte importante. Il n'y a pas de grotte importante ni profonde dans les Calanques, hein, à ma connaissance. Hein. Après qu'on en découvre un jour. Hein. Ben, comme à Chauvet, par exemple, où on va trouver une grotte complètement inattendue. Oui, mais dans les gorges de l'Ardèche, il y en avait déjà beaucoup. Et il y avait déjà des grottes ornées quand on a trouvé Chauvet. Merci Jean. Merci beaucoup. De rien. Cher Jean, la région a donc initié un projet qui est le projet de la reconstitution de cette grotte Cosquer. Vous avez échangé d'ailleurs avec le président Muselier à ce sujet. Les services avec Florian Laurençon sont venus vous voir. Également actuellement le maire de Draguignan, conseiller régional, monsieur Richard Strambio, a beaucoup échangé sur ce projet qui va bientôt sortir de l'eau. Vous allez pouvoir venir à l'ouverture de la reconstitution de la grotte et venir voir après 30 ans, hein, Jean. Eh oui, Voilà. il est temps hein, que je le vois de mon vivant. Bien sûr, on y compte. Merci beaucoup.